Ok, c'est parti. Bon, bah écoutez, je vous propose avant toute chose de faire une petite introduction avant de laisser la parole à Antoine. Quelques nouvelles de l'AFPI. J'en profite, c'est bien, comme on a certains anciens qui n'ont pas, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc l'AFPI, en fait, aujourd'hui, mène plusieurs projets de front. Donc, on a une équipe qui est très investie, très impliquée et qui fait un énorme travail en fait sur le terrain. On a des initiatives historiques que l'on perpétue, que l'on continue, comme par exemple le soutien aux étudiants, le soutien à l'emploi. Donc, on a AFPI RH, par exemple, notamment pour aider que ce soit les chercheurs d'emploi à trouver un travail ou les entreprises qui souhaitent diffuser des annonces d'emploi. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on continue. On a ces webinaires en fait que l'on mène également de manière régulière. Alors c'est en moyenne tous les 1 à 2 mois, on a un webinaire. Comme aujourd'hui, donc aujourd'hui sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais on a aussi d'autres sujets. La dernière fois, c'était sur les startups, comment grandir et vendre une startup. La fois d'avant sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc on essaie d'avoir des sujets qui sont variés, qui sont liés à notre domaine et avec des intervenants qui sont toujours voilà, des experts sur le sujet. L'AFPI a également cofondé récemment, depuis le mois d'août, le fonds de dotation France-Liban, donc qui est un fonds de dotation à vocation humanitaire et qui mène beaucoup d'actions humanitaires aujourd'hui au Liban, en collaboration avec des associations qui existent sur place. Et nous avons également lancé une initiative qui s'appelle CEDARSTEC, qui a pour objectif de rassembler tout l'écosystème des startups et des entreprises qui travaillent dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Donc ça, c'est une initiative qui est en train de prendre beaucoup de momentum. Voilà, donc, et qui avance également avec deux projets notamment. Le premier projet, c'est de mettre en place un pavillon Liban à Vivatech. Le deuxième projet, c'est un projet qui s'appelle euh, 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 Soft Landing. Donc Vivatech, le projet Vivatech qui est mené par Jean, ici présent. Le deuxième projet Soft Landing qui est conduit par Charlie, aussi ici présent. Et qui a pour objectif d'aider les startups, les entreprises de technologie et d'innovation libanaises à accéder au marché français et puis demain à d'autres marchés à l'international. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. On a besoin de bras. Donc s'il y a des gens qui ont envie de s'investir pour aider le Liban, pour développer les ponts, qui est la vocation, ce qui est la vocation de l'AFPI, hein, entre la France et le Liban, dans notre domaine, dans notre secteur, eh bien, vous êtes les bienvenus. Comme le disait Antoine, on va aussi faire un appel à cotisation, donc, puisque les cotisations nous servent également à maintenir le site web de l'AFPI, à voilà, maintenir toute la partie administrative aussi. Voilà, donc si vous avez envie de nous aider, il y a aussi les cotisations qui est un point important pour nous. On lancera probablement un appel aux cotisations en décembre pour l'année 2021. Voilà. Donc, on a quelques membres aujourd'hui avec nous. On n'a pas tous les membres, on en a quelques-uns du conseil d'administration. Donc, je les présente rapidement. On a dans l'ordre que je les vois dans ma vidéo. Donc, on a Sohail qui fait partie du conseil d'administration. Nous avons également alors non, pas Charlie, pardon. Jean, qui est secrétaire général, donc membre du bureau et membre du conseil d'administration. Euh, Taharé, qui est trésorier et membre du conseil d'administration également, et moi-même. Voilà, donc bah, écoutez, je te laisse la main, Antoine. Je ne sais pas si tu Oui, est-ce m'entends. que vous voyez mon écran? Oui, Oui, moi je vois ton écran. oui. Bien. Ok, merci Camille. Je prends la parole. Bien, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure.
C'est un vrai plaisir, vraiment un vrai plaisir et un honneur de présenter devant vous. Moi qui faisais partie de l'AFPI pendant des années, c'est la première fois que je fais une telle présentation depuis même que les workshops de cette nature existent, hein, qu'on appelait les afterworks dans le temps. Alors je vais vous parler ce soir de sujet qui m'est très cher, puisque c'est en fait l'objet principal de ma société féminine. Il s'agit de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais on va le prendre sous l'angle de la digitalisation, parce que le sujet est très vaste en soi, et c'est un sujet juridique avant tout. Je vais quand même présenter un petit peu le cadre juridique, le cadre réglementaire de la LCBFT, mais en mettant le focus derrière sur la digitalisation, puisque on est entre professionnels de l'informatique ici. Et moi, je ne suis pas juriste moi-même pour vous parler de la finesse réglementaire. À la fin, je ferai une toute courte démonstration, parce qu'on n'est pas là pour vous vendre un outil, et je n'aime pas vraiment faire des présentations qui ressemblent à des présentations commerciales, mais c'est juste pour illustrer à quoi ressemble un outil de digitalisation d'une partie de la LCBFT, donc qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer. Vous pouvez me poser des questions, hein, n'attendez pas à la fin, on peut toujours mener une discussion, m'arrêter, je ferai des petites pauses pour que je réponde à des questions. En ce qui concerne les aspects réglementaires, d'abord une petite historique, hein, sur ce qu'on appelle la LCBFT, et en anglais on appelle ça la AML, Anti-Money Laundering. Anti-Money Laundering. D'ailleurs, on appelle money laundering, blanchiment d'argent. Ce terme date des années 70 et officiellement de début 80 seulement, donc ça ne date pas de si longtemps que ça. L'origine de ce terme est aujourd'hui, les gens sont partagés. Certains disent que c'est du blanchiment d'argent parce qu'on blanchit de l'argent sale, et d'autres parlent du blanchiment d'argent parce qu'effectivement, on utilisait des blanchisseries aux États-Unis pour blanchir l'argent. Donc, on ne sait pas vraiment quelle était la véritable origine de ce mot. Mais en tout cas, c'est intéressant. Le blanchiment d'argent, aujourd'hui, selon les dernières statistiques, compte des statistiques des Nations Unies, hein, ça compte est estimé, hein, parce qu'on ne peut pas le calculer précisément par définition, est estimé entre 800 millions 800 milliards, c'est-à-dire 1000 milliards et 2000 milliards de dollars par an. Donc entre 1000 et 2000 pour être approximatif, entre 1000 milliards et 2000 milliards, ce qui correspond à 2,5% du PIB mondial. Donc 2,5% du PIB mondial. Ça, c'est globalement. Maintenant, dans certaines parties du monde, ce pourcentage est bien plus important. Donc, je vous laisse deviner ce que ça pourrait être pour le Liban. Donc, il y a eu des lois, donc des lois qui datent de l'époque de Nixon, hein, et des années 80. Puis ensuite, il y a eu la création en 89 du groupement d'action financière. Ça a été créé par le G7, hein, qui s'était réuni en 1989 à Paris et qui a décidé qu'il faut un organisme international pour superviser et conseiller également les États membres sur tout ce qui est blanchiment de capitaux et puis présenter des mesures qui doivent être prises.
à la fois par les États et individuellement et collectivement. Donc le GAFI, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la tête pensante de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il promulgue des recommandations, donc le GAFI n'émet pas des lois, il fait des recommandations, il établit par exemple des normes. Chaque année, il établit une liste des pays qui devraient être sous embargo, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne respectent pas les lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et ces recommandations, il en a fait plusieurs, hein, donc il les révise au fur et à mesure hein, jusqu'à ce jour, donne lieu, pour ce qui concerne l'Europe, à des directives européennes. Le GAFI a aujourd'hui 39 membres, mais il y a l'équivalent du GAFI dans certaines régions du monde qui travaillent étroitement avec le GAFI et qui ont comme premier objectif d'appliquer les recommandations du GAFI. Donc au Moyen-Orient, par exemple, on en a un. Ça s'appelle GAFI Mohan ou quelque chose comme ça. Les directives européennes donc, qui sont arrivées derrière ces recommandations, j'ignore de quand date la première directive européenne en la matière, mais aujourd'hui on en est à la 5e, qui a été transposée en loi française en février 2020, donc là, cette année. Et là, on parle déjà de la 6e directive européenne qui va venir en décembre de cette année et qui sera transposée l'année prochaine. Donc, ce sont ces directives et les lois et leur transposition qui donnent aujourd'hui le cadre juridique à tout ce qui est lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est très important comme cadre juridique parce que ça prend le dessus sur le RGPD, hein, qui lui, Dieu sait, est quelque chose de très important et sacro-saint. Mais puisque là, il s'agit de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent, on va déroger au RGPD jusqu'à 5 ans après le terme de la relation d'affaires avec les clients. Donc, un client, par exemple, qui demande le droit à l'oubli parce que ces informations sont là pour le traitement anti-financement du terrorisme, eh bien, on lui opposera un non très, très poli et respecté par la LCBFT. Les acteurs aujourd'hui en France, hein, parce que chaque pays européen a ses acteurs. Aujourd'hui, c'est l'ACPR hein, qui régule le marché bancaire et les assurances. Donc, c'est le régulateur hein, pour ce secteur et qui a comme objectif donc, de travailler sur la transposition des directives et également de s'assurer que le secteur bancaire respecte bien ces directives, donc ça, la loi, et en la matière, et ils effectuent des contrôles réguliers dans ce secteur. L'AMF fait de même pour les marchés financiers, donc c'est tout ce qui est sociétés d'investissement, les sociétés de gestion sont aujourd'hui sous l'autorité des marchés financiers. C'est important à savoir quand même hein, que l'ACPR et l'AMF, bon, ils avaient un rôle un petit peu de guide et d'accompagnateur au début, mais petit à petit, maintenant, ils deviennent très sévères et les contrôles deviennent très stricts et importants, donc ce qui fait qu'ils sont très, entre guillemets, respectés, même craints hein, par les institutions et les entreprises régulées par la LCBFT.
à tel point que sur le plan mondial, l'année dernière, en 2019, il y a eu des amendes émises par les régulateurs des différents pays à la hauteur de 7 milliards d'euros, ou 7,7 milliards de dollars, si vous voulez. Donc, c'est les amendes donc pour non-respect des lois en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont lourdes. Donc, ça ne rigole pas. Il n'empêche que, malheureusement, toutes ces amendes ont été émises par les États-Unis, donc l'Amérique du Nord et l'Europe, incluant le UK, mais aucune amende n'a été émise en 2019 en tout cas, en Asie, Afrique, Amérique latine. Donc, on en est, soit ils sont parfaits en matière de lutte contre le blanchiment, soit on en est loin du compte en matière d'atteinte d'objectifs de réduction du blanchiment. Donc, je parlais des directives. Les directives européennes, donc définissent ce cadre juridique. Aujourd'hui, on est sur la 5e directive qui a été transposée en février. Et chaque directive vient avec ses nouveautés. Par exemple, la 5e, elle a apporté par rapport à la 4e une extension du champ d'applicabilité aux acteurs de certains secteurs, par exemple comme les crypto-actifs, même aujourd'hui les cabinets d'avocats, les experts comptables, certains promoteurs immobiliers également, parce qu'eux traitent de financement qui peut être utilisé par les fraudeurs. Donc là, c'est un peu technique, donc ça étend l'accessibilité de certaines données à tout le monde, donc à toutes les institutions. Et la 6e directive va venir avec un lot de normalisation au niveau comment on appelle ça, de renforcement de la coopération européenne en la matière. Parce que la directive, c'est une loi, un cadre, c'est transposé dans chaque pays un petit peu différemment des autres pays. L'applicabilité des contrôles également sont différents, les amendes sont différentes, etc. Donc la 6e vient avec un lot d'harmonisation de tout ça pour que l'ensemble de l'Europe soit comme un seul pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, de LCBFT. Donc, on arrive petit à petit à ce que les acteurs doivent faire. Donc, ils sont définis, les acteurs, donc les banques, assurances, sociétés de gestion. J'ai cité aussi les nouveaux, donc ceux qui travaillent dans la crypto-monnaie, etc. Et chacun de ces acteurs donc, est obligé par la loi de travailler sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, il va être sa propre police, en quelque sorte, agir comme une police. Donc, il a des pouvoirs délégués par l'État pour investiguer sur ses nouveaux clients et évaluer ses clients. Donc, avant d'emborder un nouveau client, il faut évaluer pour chaque client son risque LCBFT. Certains évaluent bien évidemment le risque métier. C'est pour voir si la personne ou la société est crédible sur le plan financier avant de devenir client. Mais là, il s'agit d'évaluer le risque LCBFT. Ça ne suffit pas de le faire une fois pour toutes, il faut que ce soit régulièrement mis à jour. Il faut qu'on donne un risque
une valeur au risque LCBFT du client, donc faible, standard, fort. Certains ont 4 ou 5 niveaux de risque qu'ils utilisent. Et il faut que, donc ils s'engagent aux moyens, ils ne s'engagent pas aux résultats, donc ils ne s'engagent pas vis-à-vis de l'État à trouver celui qui blanchit ou celui qui finance le terrorisme, mais ils s'engagent à mettre tous les moyens et il faut démontrer qu'ils ont effectué ces contrôles et ces diligences à tout moment. Donc il faut qu'ils aient des pistes d'audit, des preuves auditables de leur travail. Et puis, il faut conserver ces preuves de contrôle, parce que la CPR ou l'AMF peut débarquer jusqu'à 5 ans après la fin de la relation entre une banque et son client. Et ce qui est très important, c'est que si jamais une institution financière trouve un doute, donc trouve un risque à un client, donc elle émet une déclaration de soupçon au TRACFIN qui se charge après d'investiguer plus amont et d'informer le procureur de justice. Mais TRACFIN peut également bloquer les transactions pendant 2 jours en attendant. Donc, là, de point de vue du métier des banques, eh bien, ils trouvent ça d'une lourdeur infinie qui ne leur apporte aucune valeur au sens métier. C'est vraiment, pour eux, c'est un centre de coût, c'est un mal nécessaire qui ne génère aucune valeur, en fait. Et on peut aussi les comprendre, mais la sécurité a un prix, comme la CPR dit. Donc, notre sécurité a un prix. Et il faut savoir payer cette sécurité. Donc, ça coûte aux banques, ça coûte quand il y a des contrôles, ça coûte parce que les clients ne sont pas contents qu'on leur demande des tonnes d'informations et de papiers et qu'on les fasse attendre jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à devenir clients, c'est-à-dire être déclarés à faible risque de point de vue LCBFT. Et puis, c'est très compliqué. Donc, il faut toujours être à jour des réglementations, des évolutions, avoir les bonnes listes, les bons logiciels, les bons process, etc. Et donc, il faut toute une armée de compliance officer, donc un département de conformité qui soit dédié à ce genre de travail. Donc, le régulateur a beaucoup de pouvoir. Donc, quand il y a un contrôle, il peut demander toutes les pièces, etc., faire un vrai audit. Et s'il y a un petit souci, il peut demander vraiment la remédiation des dossiers. On a vu chez un de nos clients, ils étaient obligés de remédier 100 000 dossiers, et en l'espace de 6 mois. Donc, il peut prononcer des condamnations, donc des prisons, des amendes. Et les amendes, ça ne rigole pas, hein, ce n'est pas des amendes de stationnement, c'est des amendes qui peuvent aller qui commencent à 5 millions et qui peuvent aller à plusieurs milliards. Voilà, donc j'ai mentionné les coûts que ces banques doivent supporter. Voilà quelques chiffres que j'ai pris des études à droite et à gauche. Voilà, some large financial institutions spend up to 500 million a year, donc 500 millions de dollars sur la LCBFT. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 10% de toutes les institutions financières dépensent plus de 100 millions tous les ans, etc., etc. Donc, ça vous donne une idée quand même de l'importance et la lourdeur de cette tâche.
Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on passe à la partie un peu informatique de la chose? OK. Donc là, on va parler de la digitalisation KYC. Et je dis digitalisation KYC et non pas digitalisation LCBFT. Parce que en fait, la LCBFT, en réalité, il y a deux parties quand on parle des process LCBFT. Il y a la partie KYC qu'on voit ici à gauche, et puis il y a la partie, ce qu'on appelle le transaction monitoring, le monitoring transactionnel qu'on voit à droite. Alors, le KYC, c'est quoi? Le KYC, c'est Know Your Customer. C'est un process qui consiste, obligatoire bien sûr, qui consiste à recueillir toutes les informations nécessaires du client, les analyser et si ça est calculé un score de risque en fonction de ces informations. Et si le risque est fort, eh bien on dit on ne fait pas de business avec lui. Et même à la limite, on va déclarer un soupçon à Tracfin. Et si le risque est vert, donc on va travailler avec lui, donc on va soit le prendre comme client, soit continuer à travailler avec lui, c'est-à-dire lui accorder un crédit, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on va demander dans le KYC comme information? On va demander tout ce qui est information d'identité, les informations légales, pièces justificatives de domicile, des choses comme ça. On va, si c'est une entreprise, on va lui demander toute la table de capitalisation, c'est-à-dire qui sont les parties prenantes de l'entreprise, donc tous les actionnaires, leur identité, qui est le bénéficiaire effectif de l'entreprise, etc. Et on va screener tous ces beaux mondes, screener contre des bases de données internationales de sanctions et de PPE, donc de PEP, donc des personnes politiquement exposées. Donc, je vais dire par exemple, on va avoir Camille El-Haj comme représentant légal ou actionnaire majoritaire d'une société. Donc, Camille El-Haj, il va passer dans des bases de données. On va interroger des bases de données pour savoir si les personnalités politiquement exposées, c'est-à-dire si les ministres ou maires d'une grande ville ou que sais-je, ou s'il a eu des sanctions dans le passé et la nature de la gravité de ces sanctions, et bien également s'il a même de l'adverse media, donc de la mauvaise presse sur lui. Donc il y a de très grosses bases de données qui existent et qu'on va interroger pour savoir si Camille El-Haj est un bad guy ou un good guy, donc pour travailler avec lui. Le transaction monitoring va, lui, se focaliser sur les transactions financières, donc les virements, en quelque sorte. Tous les virements, toutes les transactions financières, les débits, les crédits, etc. Et on va analyser toutes ces transactions. Je peux te poser une question, Antoine. Oui, Sur le KYC, oui. les directives européennes dont tu as parlé, est-ce qu'elles imposent des bases de données dans lesquelles, enfin pas les directives, mais les lois, disons, en France, est-ce qu'elles imposent des bases de données spécifiques dans lesquelles tu vérifies la qualité et l'identité de la personne? Non, il n'y a pas de liste de bases de données habilitées en tant que telle, mais charge à chaque organisme de dire que ces bases de données sont à peu près, entre guillemets, acceptables. Parce que quand tu dis e-reputation, Oui. c'est comment tu le fais? Tu le fais
en te connectant à des bases de données tierces. Voilà, donc chaque banque va adopter ses fournisseurs de données en la matière. Et il Et n'y a personne, est-ce qu'il y a des auditeurs qui certifient la qualité de ces sociétés? Oui, alors, alors la qualité des sociétés, Tu vois ce que je veux dire? non. Parce que je peux avoir une société qui fournit des informations alors que je suis un salaud. Et Oui, mais fournir des informations fausses, c'est pas, je sais pas, c'est... oui, il y a une certaine reconnaissance des grands acteurs du marché. Cela dit, il y a quelque chose de très important quand même à prendre en compte, que ce que les bases de données renvoient comme information en soi n'est pas prise en compte automatiquement comme étant fiable par la CPR et par l'AMF. Donc c'est très important quand même. Ça veut dire que la validation ultime de l'information sur la personne repose sur la banque elle-même. Donc c'est une grosse responsabilité, ce qui On fait est que d'accord, lorsqu'il y a des... d'accord, mais toi, tu fournis la digitalisation, donc tu leur permets de faire cette opération le plus automatique possible, Oui, et cette automatique possible dépend de la présence d'une base de données. Donc, on va y arriver, une platine, Georges. ok, vas-y. On va y arriver et puis je te dirai quels sont les acteurs en matière de base de données Ok, de cette ok. nature. Okay, parce que c'est là. Mais ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a deux grandes parties à la digitalisation de la LCBFT. Moi, je ne connais pas très bien la partie transaction monitoring. La transaction monitoring fait appel à des règles, des rule-based engines, donc des moteurs de règles. Il faut édicter les règles en la matière, c'est-à-dire si une transaction du même montant fait un aller-retour 3 fois et puis revient, donc c'est quelque chose de louche, etc., etc. Donc il peut y avoir comme ça des milliers de règles qu'on peut édicter. Le problème de ces règles, c'est qu'il faut les maintenir. Et très souvent, il y a des faux positifs toujours, et il faut passer du temps à... donc, il y a des armées de gens qui vont aller traiter et trier dans les faux positifs. Il y a maintenant, avec le deep learning, plutôt que de dicter des règles, on va apprendre à des algorithmes, entraîner des algorithmes à construire et déduire des patterns à partir de patterns qu'on donne, avec à partir de quantités énormes de bases de données. Donc ça, c'est le deep learning. Donc il y a beaucoup de travaux et d'offres innovantes en matière de deep learning pour tout ce qui est transaction monitoring. Et il y a maintenant le problème de deep learning, c'est que l'IA moderne, c'est donner des résultats, c'est même dire à quel pourcentage avec quel pourcentage de fiabilité elle donne le résultat, mais elle ne sait pas dire pourquoi elle a donné ce résultat et d'où vient ce résultat et le comment. Et donc, ce qui fait que les banques, quand ils trouvent un positif, que ce soit faux ou vrai, eh bien, ils n'ont pas de justificatif quelque part que pourquoi l'IA leur a donné ce positif-là. Et donc, il faut qu'ils retravaillent le tout manuellement. Maintenant, il y a des outils qu'on appelle aujourd'hui le Adaptive Rule Engines, donc qui vont petit à petit s'enrichir eux-mêmes automatiquement au fur et à mesure, et la base de règles va se créer, s'enrichir automatiquement avec le temps. Là-dessus, je vais m'arrêter sur tout ce qui est transaction monitoring ici et faire un petit zoom sur le KYC, parce que c'est là où
et ma compétence. Donc, pour le KYC, et c'est là où il y a vraiment beaucoup de travaux et c'est là où il y a plus de complexité parce que les process sont très, très délicats et très lourds. Donc, pourquoi digitaliser le KYC? Premièrement, pour s'assurer qu'on est conforme aux réglementations, parce que si on fait les choses manuellement, on a des erreurs. Et on digitalise parce que par définition, digitalisation, ça rend plus efficace. On est un peu plus moderne, etc. Ça facilite, ça fluidifie. Donc, on est dans cette mouvance-là et c'est pour ça que les gens, à la fois les éditeurs de logiciels et les banques font une ruée vers la digitalisation en matière de KYC. Alors, le process quand les régulateurs viennent, ils vont vérifier tout le process. Et donc, c'est important d'avoir digitalisé pour leur montrer les preuves aussi. Exactement. Mais non, mais tu sais, il y a moi j'en ai vu, hein, des private equity qui font pas beaucoup de diligence, peut-être 100 ou 200 diligences par an. Ils en sont à leur tableau Excel. Et pour tout ce qui est draft actionnariat, ils le dessinent à la main. Et ils impriment, et puis ils archivent le tout sous forme papier à la cave. Donc, ils croient aujourd'hui qu'ils sont conformes à la norme. Sauf qu'un jour, j'ai organisé un séminaire avec l'AMF et l'AMF leur a dit clairement, eh bien, si vous m'emmenez à la cave pour chercher les documents, je verrai rouge, je vois rouge, parce que qui dit cave dit papier, et qui dit papier dit quelque chose qui n'a pas évolué, qui n'a pas été mis à jour. Or, une diligence, et c'est là où la digitalisation est importante, une diligence, elle doit être vivante. C'est-à-dire, si le gars qu'on a diligenté devient Premier ministre du jour au lendemain, ou il devient maire de Toulouse, ou que sais-je, eh bien, il faut que la diligence, qu'on puisse recevoir une alerte automatiquement et que la diligence donne un nouveau score de risque sur la personne. Ou s'il braque une banque, ou peu importe, ou s'il est condamné. Donc, c'est très important qu'une diligence soit vivante. Et c'est là où la digitalisation est extrêmement importante parce que autant on peut archiver du papier et le montrer au contrôleur, autant on ne peut pas vraiment le faire vivre, le papier, de manière continue et en temps réel. Donc, quand on parle KYC, on a 4 parties au process KYC. Donc là, vous pouvez tourner à droite comme à gauche, hein, peu importe, les flèches n'ont aucun sens. Il y a une partie qui consiste à identifier la personne ou l'entreprise, donc personne physique ou morale. Et pour l'identifier, on va demander le nom, prénom, si c'est une entreprise, sirène, un numéro de sirène, siège social, etc. Mais en plus de ça, si c'est une entreprise, on va lui demander sa table de capitalisation, mais également, donc de manière récursive, des informations sur chaque actionnaire. Et si l'actionnaire est une entreprise elle-même, donc pareil, donc on va remonter un peu comme ça le graphe d'actionnariat jusqu'à ce qu'on soit exhaustif si la société n'est pas cotée. Si elle est cotée, on n'est pas... on peut supposer que la société a été diligentée ailleurs. Ce n'est pas la peine de continuer plus haut. Et donc, une fois qu'on a fait cette identification, on va collecter des documents. Donc, sur la personne, on va lui demander son passeport, copie de son passeport, justificatif de domicile, des choses comme ça. Pour une entreprise, les statuts, le CABIS, autre chose, hein, la copie du registre des bénéficiaires effectifs, des choses comme ça. Et ensuite, on va effectuer le screening
sur toutes les parties prenantes de l'entreprise ou sur la personne s'il s'agit d'une seule personne physique. Et le screening, c'est l'interrogation des bases de données. Donc pour Georges, voilà les acteurs, hein, et je te donnerai même une liste plus complète dans le slide suivant. Donc tu as des acteurs comme Lexis, Nexis, comme Dow Jones, WorldCheck, etc., qui, eux, font appel à des bases de sanctions publiques et étatiques. D'accord. Oui. Antoine, Non. par exemple, l'Exis-Diligence, je prends l'exemple qui est flagrant, celui de Dow Jones, qui est américain. Oui. Or, ces données, ces organismes contiennent des informations personnelles. Donc, comment, vis-à-vis du GDPR français, européen, Dow Jones et Lexis qui vérifient qu'elles sont conformes vis-à-vis du GDPR, parce qu'elles contiennent des informations sur des individus. Et les informations, je regarde ça d'un point de vue légal, pas technique. Les informations des individus qui sont sur ces gens sont dans le Dow Jones Risk and Compliance, etc. La personne peut attaquer ces gens-là s'ils ne sont pas compliant GDPR chez les Français. Oui, mais alors, ces bases de données, eux, ils vont faire appel à des bases de données publiques, d'accord? Et puis, ils font appel aussi à ce qui existe sur le web, d'accord? Donc, eux, ils sont conformes au RGPD. Parce qu'ils vont collecter ces données et tout ce qu'ils font en plus, ils vont faire un peu de travail d'intelligence pour croiser des données. D'accord. Mieux Il reste qu'au finish, toutes ces données vont se retrouver chez Dow Jones. À ce moment-là, Dow Jones est responsable au nom de GDPR vis-à-vis du client. D'accord. Donc, si tu utilises ces informations et que lui n'a pas donné son accord, puisque personne ne lui a demandé là, Dow Jones ne lui a pas demandé. Oui. Attends, il y a des... Oui, mais il y a des informations que Dow Jones va chercher en temps réel dans les bases de données, dans les bases de sanctions mondiales. Donc, il ne stocke pas. Il y a beaucoup d'informations que Dow Jones ou WorldCheck ne stocke pas. Ne stocke pas. D'ailleurs, à un moment donné... Il vérifie qu'il ne stocke pas. Non, non, mais ils respectent parce que moi, une fois, je leur ai même posé la question sur tout ce qui est, ongoing. Attends, non, parce que c'est un Américain. Moi, j'ai tous les jours des problèmes avec des clients pour travailler avec des bases de données de sociétés américaines qui sont soumises au Patriot Act. Oui, mais le Patriot Act, ça n'a rien à voir avec le RGPD. Je sais, mais je veux dire, je sais, mais je veux dire, il y a une obsession aujourd'hui dans tous les clients, chez les serveurs, chez les services juridiques, de travailler avec des boîtes américaines, des sociétés cloud américaines. Dow Jones en est le cas. Oui. Bon, ok, vas-y. Ok, ben écoute, moi je veux bien te répondre plus en détail, je veux bien même poser la question à Dow Jones eux-mêmes, comment ils se garantissent RGPD. Parce que moi j'ai déjà eu la question avec eux, comme on les connecte à notre outil Flaminem, on est connecté. Je leur ai posé la question clairement pour un cas particulier qui était de leur dire si je veux fournir une information sur un client, pardon, laisse-moi finir. Okay. Si je vous fournis un nom d'une personne, est-ce que vous pouvez toujours me donner les informations sur elle quand elle change? Ils m'ont dit non, on ne peut pas stocker l'information sur le client. OK? Donc, ils ne stockent même pas ma requête sur le client.
Par contre, ils peuvent exécuter une requête à chaque fois que je la donne. Donc, c'est à moi de faire le continuum, en quelque sorte, hein, et pas à eux, parce qu'ils ne peuvent pas stocker des informations sur les clients. Voilà, donc c'est tout ce que je peux te dire, mais je n'ai pas creusé plus dans les détails la loi derrière ça, si tu veux, de la conformité Ok. RGPD de Dow Jones. Bon, la quatrième chose, c'est une fois qu'on a toutes ces informations sur les screenings, sur la collecte, sur l'identification, c'est d'établir un score. Et ce score de risque, il y a 5 axes de risque qui sont réglementaires, et puis chaque axe peut avoir plusieurs dizaines d'axes dessous. Donc, on peut se retrouver avec des milliers d'axes qui contribuent à l'établissement du score de risque. Voilà ce qu'il y a comme acteurs pour chaque partie de ce process KYC. Il y a des acteurs comme Elisphere, comme Altares aujourd'hui, qui vous leur donnez le nom d'une société et ils vous donnent la liste des actionnaires, un petit peu leur table de capitalisation. Mais c'est une table de capitalisation qui est très grossière, hein. Ils vont vous donner le premier niveau d'actionnariat et puis uniquement les gros actionnaires. Ils ne vont pas vous donner, par exemple, moi j'ai Flaminem, on est 20 actionnaires dans Flaminem. J'ai donné Flaminem à Elisphere et à Altares. Ils m'ont donné 3 actionnaires, 3 gros actionnaires seulement. Donc, ça a ses limites, hein. Il y a des acteurs français qui vont un peu plus dans les détails comme Infolégal, mais ils sont limités au périmètre des sociétés françaises. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est identification, connaissance de clients. Il y a la collecte des documents. Donc, on peut chercher le CABIS chez Infogreffe, etc. Mais il y a des sociétés qui vont vous chercher l'équivalent CABIS allemand, l'équivalent CABIS en Afrique, etc. etc. Donc, ils vont vous permettre de collecter tous les documents nécessaires à une entreprise, quelle que soit son origine. Et c'est la validation aussi, il y a des différents acteurs pour la validation. Vous donnez le passeport de quelqu'un ou une pièce d'identité, ou même un CABIS. Et puis, il y a des acteurs comme Onfido, comme IDNow, comme Ariadnext, Neteos, qui vont vous dire si cette pièce d'identité est valide ou pas. Hubble, par exemple, c'est une start-up française qui marche très, très bien, qui vous prend le passeport en vidéo et votre photo en vidéo, et vous-même en vidéo, et va analyser les vidéos. Donc, en regardant la vidéo d'un passeport, ils peuvent voir comme ça les filigranes du passeport et bien estimer si, par exemple, la photo n'a pas été remplacée par une autre photo, etc. etc. Donc, c'est des technologies assez importantes. Mais là, également, on touche aux limites du légal parce que l'ANSSI commence à dire, oui, mais ça, on ne peut pas valider tout automatiquement, des pièces d'identité automatiquement. Il faut quand même qu'on y jette un coup d'œil. Donc, des sociétés comme Hubble et autres, maintenant, font du service, du managed services. Donc, ils ont une armée de personnes qui font la validation in fine pour le client des pièces d'identité. Voilà, donc, et Flaminem dans tout ça, Flaminem, c'est l'outil d'orchestration du process, globalement. Donc, on va s'interfacer, on va assurer le workflow, on va s'interfacer à des acteurs comme Elisphere et autres. On va permettre notre client de saisir l'information lui-même s'il l'a. On va la chercher dans sa base de données, dans son CRM, dans son ERP, dans sa GED. On va appeler nous-mêmes Dow Jones ou WorldCheck ou autres. On va assurer le workflow de validation. On va établir le score de risque. Et on va même permettre le client de travailler de manière très ergonomique sur le graphe d'actionnariat. Ce qui est important, c'est que le scoring, nous, on le fait en temps réel, ce qui fait que
on va modifier le workflow en fonction du score de risque. Et on va même modifier la liste des pièces à collecter en fonction du score de risque. Si le score est élevé, on va demander la validation du RCCI de la banque, donc du responsable de la conformité. Si le score est faible, donc une validation du manager suffit. Si le score est très élevé, on va demander un justificatif de domicile. S'il n'est pas élevé, on va dire que ce n'est pas la peine. C'est comme ça que pour un client comme BPI France qu'on a, eh bien, on leur a évité la collecte de 50 000 pièces supplémentaires par an. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Ça, c'est toute une liste. Je vais vous donner ces slides. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails de tous les acteurs parce que le temps passe. Mais ça c'est une liste presque exhaustive, donc complète, disons, pas exhaustive, des acteurs sur le marché. Donc ça, pour tout ce qui est, par exemple, Identity Verification, bon, il y a Onfido, Ariadnext, etc. que j'ai cité. Pour tout ce qui est les databases, on a Dow Jones, Refinitiv, Comply Advantage, Acuity, FinScan, etc. Bureau Vendit. Donc, il y en a qui sont plus ou moins meilleurs que d'autres. Et pour tout ce qui est base de données, il faut savoir que c'est la banque qui en est responsable in fine. Ce n'est pas Dow Jones qui est responsable s'il omet le fait que Georges Mokbat est une personnalité politiquement exposée. Voilà. Donc là, je vais passer rapidement là-dessus. Donc, pour vous dire que le marché de la digitalisation de la LCBFT est un marché quand même qui est en forte croissance. Les études, il y a plusieurs études qui varient entre 13 et 20% de CAGR par an. Il y a également le marché de la diligence des tiers fournisseurs. Donc là, on dépasse la LCBFT et on est dans le cadre de la loi Sapin 2 pour tout ce qui est lutte anti-fraude et anti-corruption. Et là, toutes les grandes entreprises de France sont obligées de diligenter leurs fournisseurs, tous leurs tiers, partenaires, fournisseurs, clients, un peu comme on fait pour la LCBFT avec des petites variantes sur comment on score, on effectue le scoring. Mais là, il y a un très gros marché également dans ce domaine. Alors, je voulais juste... quelle heure est-il? Il est 8 heures, il est 20 heures pile, Camille, c'est toi le modérateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je continue encore 5 minutes et puis Oui, tu peux encore continuer. Il reste beaucoup encore ou pas? Non, non. Ok, Trois slides, 2-3 slides. Donc voilà, typiquement, ça c'est pris de notre interface logicielle, mais un process ressemble à ça, un process d'orchestration. On va cliquer d'abord sur l'opération ici. Opération, on va saisir pourquoi on diligente le client. C'est parce qu'il veut obtenir un crédit, parce qu'il débarque chez nous, etc. Le montant du crédit, ça peut influencer le score de risque. On va identifier l'actionnariat. Donc, soit on va aller chercher l'actionnariat dans une base interne ou dans une base externe, ou bien on va, avec notre outil, on peut importer des tableaux Excel et on a travaillé sur des algorithmes de deep learning. On peut chercher l'actionnariat tel qu'il peut se trouver dans des statuts. Si c'est une SARL, on va lire les statuts et en dériver l'actionnariat de l'entreprise automatiquement. On va après effectuer la e-réputation, donc on va appeler Dow Jones ou WorldCheck, et puis on va collecter les documents sur l'entreprise. Donc on va cliquer ici, puis on a une liste de documents à collecter. À tout moment, je vois
là où il manque des informations. Par exemple, ici, on est en rouge dans Documents, donc ça veut dire qu'il y a des documents qui manquent. Le risque est à standard. Et puis, je suis dans une fiche de diligence qui est en brouillon, donc qui n'est pas encore validée. Donc, c'est très simple, ergonomique. Donc, si je clique sur actionnariat ici, je vais obtenir un graphe comme ça. Ça peut être beaucoup plus simple, bien évidemment, comme ça peut être plus compliqué. On a vu vraiment des graphes de toute nature, parce qu'on travaille beaucoup avec le private equity. Allô? Oui. Donc, les graphes d'actionnariat, ça peut être quelque chose de très, très compliqué. Ce n'est pas juste un petit organigramme. Ça peut être, il peut y avoir des boucles de participation, comme on voit là-haut, et comme il peut y avoir des participations croisées, comme on voit ici. Et puis, on va, ce graphe d'actionnariat, nous, on va l'afficher et c'est l'interface utilisateur pour nous. Donc, on peut l'éditer, on peut travailler dessus, on peut cliquer sur n'importe quelle partie prenante et avoir des informations sur elle. Voir ce qui manque également sur la partie prenante. On va nous-mêmes calculer le bénéficiaire effectif. Parce que chose importante, il y a maintenant, soi-disant, des registres de bénéficiaires effectifs nationaux, sauf qu'ils ne sont pas forcément valides. Donc, la réglementation dit, il faut calculer soi-même son bénéficiaire effectif et informer le registre du bénéficiaire effectif s'il y a écart. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et pour calculer le bénéficiaire effectif, ce n'est pas chose aisée. Donc, il faut, en France, un bénéficiaire effectif, c'est quelqu'un qui a plus de 25%, mais il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Vous pouvez, par exemple, prendre ces 4 cas de figure, et il y en a 16 comme ça, mais je vous donne juste quelques exemples. Donc, par détention, c'est très simple. Donc là, ici, je vais dire Madame Yvette, elle a 90% de la société C, qui a 50% de la société B, qui a 60% de la société A. Donc, in fine, elle a autour de 27% de la société A. Donc, elle a plus de 25%, donc elle est un bénéficiaire effectif. Ici, c'est toute une autre chose. Là, M. Yves, il a 51% de la société D, qui a 51% de la société B, qui a 51% de la société A. Donc, M. Yves, il n'a que 12% de la société A. Mais il a le pouvoir de contrôle parce qu'il contrôle la société D, il a 51%. Et la société D contrôle la société B et la société B contrôle la société A. Donc, il a le pouvoir de contrôle sur société A. Donc, c'est un bénéficiaire effectif, même s'il n'a que 12% de la société A. Vous avez ici un groupement familial. Donc, Madame Xavier et Monsieur Xavier ont des enfants. Chacun a un petit pourcentage dans la société A, inférieur à 25%, mais eux, tous ensemble, ils ont 64%. Donc, ils sont considérés comme un bénéficiaire effectif collectif, donc comme un bénéficiaire effectif potentiel. Et puis, il y a des sociétés où on ne peut pas déterminer qui est le bénéficiaire effectif, ils sont tous minoritaires, etc., etc. C'est compliqué. Donc, on va nommer un bénéficiaire effectif en dernier ressort, qui peut être le directeur général de la société. Voilà, donc j'ai terminé. Donc, il y a beaucoup dans mes slides que je vous enverrai. Vous pouvez cliquer à ces endroits et avoir des articles pour aller plus loin. On va peut-être se passer de la démo parce que le temps a passé et puis laisser la parole laisser le temps à des questions éventuelles. Alors, moi, j'ai une question, Antoine. C'est pas mon domaine, donc la question est peut-être un peu naïve. Pas de questions naïves, c'est les plus dures en général. Quand tu as, par exemple, un couple qui est marié, oui. Et pour une société, tu peux très bien avoir, par exemple, le mari qui possède, possède l'entreprise ou la majeure partie des actions. Mm-hmm. En fonction du contrat de mariage, tu peux avoir un contrat, tu sais, tu as le mariage commun, enfin,
Tu as différents types de mariage. Ou alors tu as un contrat en séparation de biens, par exemple. Donc, dans ce type de situation, est-ce que la désignation du bénéficiaire effectif, elle doit rentrer dans ce niveau de détail ou pas? Écoute, elle peut rentrer, mais est-ce qu'elle est capable à chaque fois de rentrer? C'est pas évident. Donc, dans la pratique, on peut passer à côté de bénéficiaires effectifs très souvent. On a le cas, je t'ai dit, hein, le registre, même le registre national des bénéficiaires effectifs, il n'est pas complet. Donc, tu peux lui donner le nom d'une société, on l'a fait très souvent, et il va te donner le nom d'un bénéficiaire effectif alors qu'il peut y en avoir 3 ou plus. Hein. Pareil, les bases de données telles que Elisphere ou Altares. Altares, c'est Dun & Bradstreet, hein, donc c'est mondial. Hein, eh bien, pareil, tu leur donnes le nom d'une société, ben, ils te donnent un bénéficiaire, peut-être 2, peut-être 3, mais tu n'es pas sûr du tout que s'ils sont bons ou si c'est le plus complet. Donc, il y a un travail, un peu de diligence à faire. C'est pour ça, tout ce qui est, nous on dit, tout ce qui est digitalisation des personnes morales, donc le KYC des personnes morales, ce n'est pas quelque chose qui peut être automatisé. Ça peut être digitalisé, mais pas automatisé, c'est-à-dire outillé pour que les chargés d'affaires puissent faire leur travail de manière rapide, ergonomique, simple, mais ça ne peut pas s'automatiser. Tu ne peux pas donner le nom d'une société et obtenir un score de risque sur la société automatiquement. Ça ne marche pas. Et il faut vraiment faire toutes les étapes de diligence. Il faut même vérifier à un certain moment que ce que t'envoie Dow Jones est bon. Donc, nous, dans notre outil, on donne la main, après que Dow Jones donne un résultat, on donne la main au chargé d'affaires pour valider ou invalider les résultats de Dow Jones. Parce que c'est obligatoire par la réglementation. Tu ne peux pas dire, voilà, Dow Jones m'a dit que c'est bon, alors c'est bon. Non. Il faut toi-même dire, OK, j'accepte. Et inversement, tu peux dire, voilà, c'est Emmanuel Macron, Dow Jones va te dire c'est un PEP. Toi, tu vas dire non, c'est un homonyme, cet Emmanuel Macron-là, c'est quelqu'un que je connais, c'est un client de longue date, etc. Donc, ce n'est pas un PEP. Voilà. Et donc, tu peux, du coup, surcharger le résultat de Dow Jones. Mais tu as un travail à faire. Tu as beaucoup de travail à faire. Et dans la même idée, je rebondis sur cette idée-là. Oui. Tu as souvent aussi des gens qui utilisent des prête-noms pour cacher l'argent ou ce genre de choses. Ça, c'est des choses, ça rentre dans le domaine du KYC ou c'est encore autre chose là? Ça rentre du domaine dans le KYC. Maintenant, tu sais, le KYC, c'est un travail de diligence, c'est pas un travail d'investigation. Hein. L'investigation, on la laisse à la police, aux renseignements généraux, etc. Le KYC, c'est un travail de diligence, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit obéir à un cadre réglementaire où la banque doit effectuer un certain nombre d'étapes de diligence avec une traçabilité de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont fait, et puis archiver cette diligence avec son contexte, c'est-à-dire la piste d'audit et les éléments qui prévalaient à l'époque, donc la cartographie de risque notamment. Par exemple, il faut qu'il puisse justifier que mettons qu'aujourd'hui l'Afghanistan, elle va donner un risque rouge parce qu'elle est sur la liste du Gafi. Là, dans 5 ans, ça sera peut-être plus le cas. Mais il faut quand même qu'on puisse justifier qu'aujourd'hui, au moment où il y a eu la diligence, la liste du Gafi était ça. Et la cartographie de risque était ça. Et le calcul de score de risque était ça. Donc, tout ça, ça doit être archivé. C'est ce que nous, on fait, en fait, pour qu'on puisse retrouver
retrouver la diligence et la montrer au contrôleur. Est-ce que quand on fait le KYC, est-ce qu'il y a différents niveaux? Est-ce que tout le monde fait le même questionnaire ou est-ce que plus, par exemple, tu es en risque, plus tu vas avoir des questions complémentaires? Ah oui, plus tu as du risque, plus tu vas plus tu vas demander des documents supplémentaires. Camille, je vais te donner un exemple de KYC que tu as forcément fait à la banque. Quand ils te demandent quel est ton profil d'investisseur pour savoir si tu connais les produits financiers, etc., ça, c'est un processus de KYC. Okay. Une banque n'est pas censée te proposer des produits financiers que si tu as déclaré que tu es connaisseur, par exemple. Mais ça, c'est pas un KYC, c'est un KYC, KYC LCBFT. Ça fait partie du KYC. C'est le score de risque client. Ça, c'est le risque client. Non, ça c'est le processus réglementaire pour une banque qu'elle doit faire le KYC pour ses clients. Bien sûr, mais ce n'est pas du KYC en vue de LCBFT. Ce n'est pas la lutte contre le blanchiment. Oui, c'est ça. Non, on est d'accord. OK. Donc, oui, OK. C'est pas un but de blanchiment, oui. D'accord, mais c'est le KYC. Une banque ne va pas faire un KYC pour la lutte du blanchiment et un KYC pour... Elle fait un seul KYC. Hein. Non? Pardon, je ne t'ai pas suivi. Une banque ne va pas faire... Une banque ne va pas faire... elle va faire un seul KYC pour tous ses clients. Il n'y a pas un KYC blanchiment d'argent, un KYC pour les produits financiers, etc. Si. Il y en a un pour chaque. Et ce n'est pas le même contrôle, ce n'est pas les mêmes archives, ce n'est pas les mêmes métiers. Donc, c'est pas la même chose. À mon avis, c'est un questionnaire juste pour pouvoir donner le niveau de risque de la proposition que la banque va faire à ce client. Donc, savoir où est-ce qu'on met le curseur entre les produits qui sont risqués et les produits qui sont garantis à 100%, etc. Non, Sohail, ces questionnaires-là dont je parle sont imposés par le régulateur parce que si tu fais un investissement et que tu perds ton argent et ensuite tu dis « moi je ne connaissais rien », la banque est en faute. Oui, mais ce n'est pas du blanchiment, je veux dire, ce n'est pas en relation avec le blanchiment. C'est pas du blanchiment. Mais c'est un processus de KYC. J'expliquais à Camille, c'est un exemple. Oui, monsieur Antoine, j'ai une question. Oui. Oui, concernant encore le processus de KYC, encore, je pense qu'il fait partie de la validation des clients sur la liste noire. Je pense que ça fait encore partie du processus de KYC, si je suis quel processus, Karim? Pardon. Donc, la validation sur la liste noire. Ah oui. Est-ce que ça fait partie encore du processus de KYC? Parce que pour bien savoir notre client, il faut bien savoir que notre client ne fait pas partie des clients sur la liste noire. Ça fait partie du KYC. Donc, liste noire pour le client, liste noire, c'est quelque chose qu'on va garder en interne, où on va avoir une information de TRACFIN comme quoi telle entreprise est à risque très fort. On va avoir une information par une investigation du service interne de la banque que telle entreprise, il vaut mieux la mettre à risque. On va la mettre, entre guillemets, en liste noire qui va, nous, dans notre outil, on va flaguer cette entreprise et les chargés d'affaires, à chaque fois qu'ils vont diligenter, le risque
le score de risque va être rouge. Exactement. Il va être rouge et le chargé d'affaires ne va pas savoir pourquoi. Exactement. C'est le directeur de la société qui le sait. Exactement. C'est surtout sur la création du tiers, que ce soit personne morale ou physique. La validation se fait à ce niveau. À ce niveau-là, et puis tu as aussi les listes noires, les listes des pays sous embargo que le GAFI fournit, celui-ci. Exactement, c'est un très grand processus. Voilà. Exactement. Et concernant votre solution, est-ce que sur le processus de KYC, est-ce qu'il y a la validation et toutes ces informations? Est-ce qu'il y a encore un service d'extrait des informations ou c'est juste une validation en temps réel avec votre solution? Excusez-moi, je n'ai pas, il y a beaucoup d'idées sur votre solution. Ouais, c'est la première. Information, c'est-à-dire, nous, on va chercher des informations. Nous, on ne donne pas d'informations. On donne un score de risque et puis une validation et on archive avec la traçabilité. OK. Oui, on n'a pas de liste à nous. Flaminem n'est pas détenteur de données. Parce que si vous avez une base de données et vous stockez les tiers, donc vous pouvez vous donner les informations pour la banque centrale ou une autre. Voilà. Nos clients nous demandent à se connecter à leur base et on se connecte à leur base. On donne aussi, dans notre outil, on a aussi des moyens pour que la direction de la conformité flague des sociétés comme étant risquées. Par exemple, il y a des sociétés dans certaines îles qui pratiquent ce qu'on appelle les actions au porteur. Les actions au porteur, ce sont des actions liquides, c'est-à-dire je peux, moi, donner mes actions dans Flaminem à Georges, par exemple, en lui donnant un papier et c'est lui qui devient l'actionnaire sans qu'il y ait le moindre acte inscrit. Ça fait comme si je lui donnais du liquide, en fait, des billets de banque. Ça n'existe plus en France, ça, Antoine. Comment? Ça n'existe pas, les actions au porteur en France. En France, non, mais nous, on est global, Georges. Quand tu fais du KYC d'une entreprise… Même au Liban, il n'y a plus. Non, mais j'ai dit, pour commencer, j'ai dit dans certaines îles. OK. OK, c'est bon. Ouais. OK, bon, la discussion est très intéressante, mais on a un petit peu déplacé le timing, donc je vous propose de clôturer ici. Antoine, merci beaucoup pour cette présentation. Et que tu pourras distribuer aux… Oui, et quoi qu'il en soit, moi j'ai enregistré aussi cette réunion, donc elle sera diffusée sur le site de l'AFPI et pour ceux qui n'ont pas pu venir. Donc merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Antoine. Merci Antoine. Et restez connectés, hein, on va avoir d'autres webinaires à l'avenir. Oui. Merci, à bientôt. Allez. Au revoir. À bientôt, Bonne soirée, merci. Au revoir. C'est un plaisir. Merci.